Bonjour, donc le chapitre 3 du programme tronc commun option français, le mouvement. Donc la première partie de ce chapitre-là, on va définir la notion de mouvement, la relativité du mouvement. Bien sûr, pour étudier un mouvement, il faut tout d'abord définir le système étudié, considérer un point, un objet, une partie d'un objet. Il faut choisir le référentiel. Le référentiel, c'est l'objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement. Par exemple, ici nous avons un bus qui roule sur une route rectiligne. Nous avons un passager A dans le bus, assis dans le bus. Et nous avons aussi une personne C debout dans la route. Alors, le voyageur A dans le bus est immobile par rapport au bus. Ici, le bus est choisi comme référentiel, mais se déplace par rapport à C. Le bus et C sont deux référentiels différents. Alors, à partir de cet exemple-là, le même corps A, il est immobile par rapport au bus, il est en mouvement par rapport à C, par rapport à la Terre. Ça veut dire là que le mouvement et le repos ont un caractère relatif. Pour étudier le mouvement d'un corps, il faut choisir le référentiel. Le référentiel en général, c'est un corps solide qu'on choisit arbitrairement pour étudier le mouvement d'un corps étudié. Alors, là, avant de définir le repère d'espace, bien sûr, à chaque référentiel, on associe un repère d'espace. C'est un système d'axes muni d'une base constituée de 1, ou bien 2, ou bien 3 vecteurs unitaires et d'un point origine lié au référentiel. Donc ici, si le mouvement se fait selon une direction, on a besoin d'un repère selon un seul axe OI. Alors, pour le vecteur position qui nous permet de repérer la position du point qui se déplace dans le repère choisi, et OM, qu'on peut écrire dans ce repère-là, OM est égal XI. Ça veut dire le repère-là qui est lié au référentiel, son utilité, c'est de repérer la position du mobile par rapport à l'origine. Si le mouvement est plan, donc on est obligé à choisir un repère d'espace formé de deux axes. Parce que le mouvement plan, donc M a des coordonnées dans ce plan-là. Donc M a pour coordonnées X, Y qui nous permettent de repérer la position du point M qui se déplace dans ce repère-là. Et comme ça, dans cette fois-ci, on peut écrire le vecteur position comme étant OM est égal XI plus YJ. D'une autre manière, X, Y sont les coordonnées du point M dans le repère ROJ. Dans le cas général, s'il s'agit d'un mouvement dans l'espace à 3 dimensions, on est obligé à représenter ou bien à définir un repère qui possède 3 axes, X, Y, Z. Cette fois-ci, le vecteur position s'écrit de cette manière-là. OM est égal XI plus YJ plus ZK. Alors, quelle est l'utilité du repère de l'espace? Il nous permet de repérer la position d'un point mobile M par rapport à une origine. Alors ici, j'ai parlé du repère de l'espace. Maintenant, je vais parler du repère du temps, la notion de la date et la notion de la durée. Pour repérer le temps, on utilise une horloge ou bien un chronomètre qui donne la date notée T d'un événement par rapport à une origine de temps choisie arbitrairement, T est égal à 0. Et n'oubliez pas à faire la différence entre la date qui est l'instant et la durée. La durée, c'est l'intervalle de temps qui sépare deux dates T1 et T2, bien sûr représente une durée qu'on note delta T est égal
T2 moins T1. La notion de temps en physique, il faut différencier entre l'instant et la durée. La durée, c'est un intervalle de temps entre un début et une fin. Alors dans le système, vous voyez, bien sûr, on a besoin pour repérer le temps, repère du temps, on a besoin aussi d'une unité de mesure. Dans le système international, les dates et les durées sont mesurées en secondes. Voilà le repère du temps. Le repère du temps, le sens du passé vers l'avenir, c'est un axe. D'origine t est égal à 0 qu'on choisit arbitrairement. T1, c'est l'instant d'un événement. T2, c'est l'instant d'un autre événement. Donc l'axe du temps est dirigé vers le temps et vers l'avenir et on a besoin d'une unité de mesure, telle que on peut parler un événement à un instant T1, un autre événement à un instant T2. La durée entre les deux événements, c'est T2 moins T1. Donc ici, on est obligé à faire la différence entre la date qui est l'instant et la durée qui est un intervalle de temps qu'on note delta T est égal à T2 moins T1. Donc, comme résumé là, un référentiel est la combinaison d'un repère d'espace et d'un repère de temps. Ça veut dire, si nous voulons étudier le mouvement d'un mobile, il faut choisir un référentiel et le repère du temps et le repère d'espace est lié à ce référentiel. Alors, ce qui est très important là, je répète là, le repère du temps est constitué d'une origine et une unité de mesure, elle est toujours dirigée vers l'avenir. Alors, la trajectoire, la notion de la trajectoire. Dans un référentiel donné, on appelle la trajectoire d'un point l'ensemble des positions successives que ce point occupé par ce point au cours de son mouvement. La trajectoire d'un point mobile dépend du référentiel d'étude. Par exemple, là, nous avons un exemple devant nous. Nous avons un bus qui se déplace sur une route rectiligne et on lance une balle, on chute. Nous avons un observateur à l'intérieur du bus et un autre observateur à l'extérieur du bus. Alors, l'observateur qui est à l'intérieur du bus, il est lié au référentiel bus. Il observe que la trajectoire de la bille en chute est rectiligne. Par contre, l'observateur qui est sur la route, il va observer que la trajectoire de la bille en chute à l'intérieur du bus est une trajectoire curviligne. À partir de cet exemple-là, la trajectoire, bien sûr, dépend du référentiel. Et on a défini que la trajectoire, c'est la ligne continue qui passe par toutes les positions occupées par le mobile au cours de son déplacement. C'est très important, nous avons ici des notions, bien sûr, à maîtriser pour étudier le mouvement d'un corps, étant donné le référentiel, étant donné le repère de l'espace, le repère du temps, et aussi la notion de la trajectoire. Comme exemple là, je considère ici un vélo. On va définir ici la trajectoire. Ici, voilà le vélo, donc il est en mouvement. Nous voulons définir la trajectoire d'un point. Bon, par exemple, la valve. On considère la roue du vélo. La trajectoire de la valve dans le référentiel centre de la roue, ça veut dire dans le référentiel lié à la bicyclette, est un cercle. Le mouvement est donc un mouvement circulaire. Mais la trajectoire de la valve dans le référentiel route est une courbe. Le mouvement est donc curviligne. Ça veut dire là, ce que je veux démontrer là, de dire que la trajectoire d'un mobile dépend du référentiel choisi. À partir de cette partie-là, nous avons trois concepts à comprendre. La notion du référentiel. J'ai dit que les référentiels, c'est un corps choisi pour étudier le mouvement d'un corps. Pourquoi? Parce que le mouvement et le repos ont un caractère relatif.
Et après avoir choisi le référentiel, il faut choisir un repère d'espace lié à ce référentiel-là. Quelle est l'utilité de ce repère-là? C'est de repérer la position du point mobile par rapport à l'origine du repère. Dans le cas où vous avez un mouvement qui se fait selon une seule direction, le repère nécessaire est formé seulement d'un seul axe, ça veut dire M est repéré par l'abscisse X. Par contre, si vous avez un mouvement plan, on est obligé à choisir un repère qui est formé de deux axes, donc le point M est repéré par les coordonnées X et Y. Pour étudier le mouvement, pour repérer aussi la position du point M à un instant T, on est obligé à lier un repère du temps au référentiel. Le repère du temps est constitué d'une origine O et une unité de mesure. Alors, vous devez faire la différence entre l'instant et la durée. Lorsqu'on parle de la durée, c'est l'intervalle de temps entre un début et une fin. Et pour la trajectoire, j'ai dit que la trajectoire, c'est la ligne continue qui passe par toutes les positions occupées par le mobile au cours de son déplacement et que la trajectoire, bien sûr, dépend du référentiel choisi. Voilà, donc on a déterminé la notion du référentiel, la notion du repère de l'espace, la notion du repère du temps et aussi la notion de la trajectoire. Ce qui nous permet dans un deuxième temps de définir la vitesse d'un mobile. La définition qu'on a déjà vue il y a longtemps, c'est la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, notez qu'on note souvent Vm d'un objet et le quotient de la distance d parcourue pendant une durée delta t. Donc la vitesse moyenne, bien sûr, elle est définie par la distance parcourue par le mobile sur la durée nécessaire pour parcourir cette distance-là. Bien sûr, dans le système international, la distance est en mètres et delta t en secondes et la vitesse, bien sûr, elle est en mètres par seconde. La vitesse moyenne en mètres par seconde, qu'on note m, seconde moins 1 ou bien mètres par seconde. C'est la notion de la vitesse moyenne. D, c'est la distance parcourue en mètres et delta t, c'est la durée en secondes. Donc c'est la définition déjà connue de la vitesse il y a longtemps, on ne peut pas changer cette notion-là. La vitesse moyenne d'un mobile, c'est la distance parcourue pas sur l'unité de temps nécessaire pour parcourir cette distance-là. Comme une petite application, comme un petit exercice. Je vous demande de calculer la vitesse en mètres par seconde et en kilomètres par heure d'une voiture qui parcourt 30 km en 15 minutes et de convertir une vitesse en kilomètres par heure et en mètres par seconde. Seulement, c'est un petit rappel, on sait déjà faire ça, sachant que 1 km par heure est égal à 10 puissance 3 mètres sur 600 secondes qui est égal à 0,277 mètres par seconde. Nous appliquons directement la relation de la vitesse moyenne qui est égale, vitesse moyenne est égale d sur delta t, qui est égal directement 30 km sur un quart d'heure, qui est 15 minutes, qui est égal à 120 km par heure. Et de faire la conversion, c'est 27,24 mètres par seconde. Bien sûr, il faut bien savoir convertir ou bien de passer d'une unité à une autre. Je répète, la vitesse moyenne d'un mobile, c'est la distance parcourue entre deux instants. La nouvelle notion qu'on va adopter cette année, c'est le vecteur vitesse instantanée. Comment peut-on définir le vecteur vitesse instantanée qu'on note VI? Alors,
La vitesse instantanée, comme le titre l'indique, instantanée d'un mobile, et la vitesse à un instant donné, c'est la vitesse donnée par le tachémètre de la voiture à un instant donné. Lorsqu'on parle de la vitesse instantanée, ça veut dire la vitesse du mobile à un instant donné. Il ne faut pas avoir du mal, on va essayer à faire une approximation pour utiliser la notion de la vitesse moyenne. Donc bien sûr, lorsqu'on parle d'un vecteur vitesse, je parle des caractéristiques. L'origine, bien sûr, c'est le point où se trouve le mobile ponctuel à un instant donné. La direction, c'est la tangente à la trajectoire, et le sens, bien sûr, c'est le sens du mouvement. La norme. La norme, bien sûr, représente la norme de la vitesse du vecteur vitesse instantanée représente bien sûr à une échelle donnée la valeur du vecteur vitesse à un instant donné. Mais comment peut-on calculer la valeur de cette vitesse instantanée? La vitesse instantanée d'un point mobile à la date t, à l'instant t, est pratiquement égale à sa vitesse moyenne calculée pendant un intervalle de temps très court encadrant l'instant considéré. C'est-à-dire qu'on peut déterminer d'une façon approximative la valeur de la valeur de la vitesse instantanée à partir de la vitesse moyenne, à condition de considérer l'intervalle de temps delta t infiniment petit. C'est-à-dire, si nous voulons calculer la vitesse instantanée à un instant ti, on va choisir deux instants ti plus 1 et ti moins 1 qui sont plus proches et encadrent ti. Et comme ça, le delta i qui est égal à ti plus 1 moins ti moins 1 est beaucoup plus petit et le mobile n'a pas de chance à changer sa vitesse entre ti moins 1 et ti plus 1, alors dans ce cas-là, on peut considérer que la vitesse instantanée représente aussi la vitesse moyenne entre ces deux instants-là à condition que l'intervalle de temps est beaucoup plus petit. Alors, comment peut-on déterminer expérimentalement la valeur de la vitesse instantanée à un instant donné? Ici, le dispositif expérimental utilisé au labo, c'est un modèle. Nous avons une table à coussin d'air menée d'un papier carboné, des autoporteurs, des corps qui peuvent se déplacer sur la table à coussin d'air. Le autoporteur est lié à un générateur d'impulsion qui émet des impulsions électriques pendant des intervalles de temps égaux. Et comme ça, cette impulsion-là laisse une tache sur le papier carboné et comme ça, on peut obtenir les positions occupées par un point de l'autoporteur au cours de son déplacement sur la table. Voilà, un mobile autoporteur est lancé sur une table à coussin d'air et on enregistre deux types de mouvements, soit rectiligne, soit curviligne. Donc, d'un mobile à des intervalles de temps égaux et consécutifs, taux est égal à 60 millisecondes. Taux, c'est la durée entre deux impulsions. Ça veut dire là, on peut enregistrer la position d'un point de l'autoporteur chaque 60 millisecondes. Dans le cas d'un mouvement curviligne, voilà, donc on a enregistré pendant des intervalles de temps égaux, ça veut dire entre l'enregistrement de la position M0 et M1, 60 millisecondes, la durée pour que l'autoporteur passe de M1 à M2, 60 millisecondes, donc entre deux points successifs, nous avons la durée entre ces deux points-là et 60 millisecondes. Et voilà, et comme ça, on peut en déduire la trajectoire du point M. Étant donné qu'on a déjà défini la trajectoire comme étant la ligne qui passe partout
les positions occupées par le mobile. Voilà le sens du mouvement. Dans ce cas-là, on parle d'un mouvement rectiligne. Dans le cas du mouvement curviligne, la trajectoire est une ligne qui n'est pas rectiligne. M0, M1, M2, M3, M4, les positions occupées par le mobile au cours de son mouvement et le sens du mouvement. Voilà comment on obtient la trajectoire d'un mobile en utilisant le dispositif expérimental qui est devant vous. Donc la première trajectoire est une trajectoire rectiligne, la deuxième est une trajectoire curviligne et les points MI, ce sont les positions occupées par le mobile au cours de son déplacement. Voilà. On va utiliser cet enregistrement-là pour calculer, par exemple, je vous donne un exemple, pour calculer la vitesse instantanée au point M3. Alors, les caractéristiques de la vitesse. Dans le cas du mouvement rectiligne, voilà l'enregistrement obtenu tel que la durée entre deux points successifs, c'est tau est égal à 60 millisecondes, le sens du mouvement. Comment? Donc, à l'instant T3, on représente le vecteur vitesse par un vecteur V3 tel que son origine, c'est le point M3, sa direction, c'est la droite qui passe par tous les points, donc c'est la direction du mouvement, et le sens, c'est celui du mouvement. Donc pour notre mouvement, c'est vers la droite. Voilà, à partir la norme ici, nous voulons calculer la norme de la manière qu'on a dit dorénavant. Pour un point MI, la vitesse au point MI est égale à la distance MI-1, MI plus 1 sur TI plus 1 moins TI moins 1, qui est delta T, qui est de l'ordre de 2 taux. Alors là, par exemple, V3 est égal à M2, M4 sur 2 taux. Donc ici, nous voulons représenter le vecteur vitesse au point M3. On considère deux instants, T4 et T2, qui encadrent l'instant considéré qui est T3. Et comme le milliseconde, vous voyez qu'il est infiniment petit, donc on va adopter la même définition que la vitesse moyenne. On peut donner la vitesse instantanée de cette manière-là, M2, M4 sur 2 taux. En mesurant avec la règle, vous pouvez prendre un enregistrement devant vous, vous utilisez la règle, n'oubliez pas l'échelle de l'enregistrement. Pour moi ici, M2, M4 déduite à partir de l'enregistrement, on trouve 3,5, 10 moins 2 mètres, on a fait la conversion, sur 2 fois 40 ici, cet enregistrement-là, pour un taux de 40 millisecondes. La durée entre deux points, entre M0 et M1, c'est 40 millisecondes, et comme ça, on peut calculer la valeur de la vitesse instantanée à un point considéré. Voilà, à partir de l'enregistrement, on a enregistré les points pendant des intervalles de temps beaucoup plus petits. Pour cela, on peut considérer que la vitesse instantanée au point M3, c'est la vitesse moyenne entre M2 et M4. Et comme ça, on peut calculer la vitesse instantanée à un point, et en considérant une échelle convenable, on représente le vecteur vitesse par un vecteur. Maintenant, pour le mouvement curviligne, de la même manière, j'ai considéré ici la trajectoire curviligne du mouvement curviligne. Là, j'ai construit ici le vecteur vitesse à l'instant T3 à la position M3. Voilà le sens du mouvement. On va suivre la même méthode. L'origine, ici, c'est M3. Pour la direction, ici, la direction, c'est la tangente à la trajectoire à l'instant ou à la position M3. Parce que je veux représenter le vecteur vitesse à la position M3. Donc, la direction de ce vecteur-là, c'est quoi? C'est la tangente à la courbe à l'instant considéré qui est T3. C'est très important là. Je répète ici, pour un mouvement curviligne, la direction du vecteur vitesse, c'est la tangente à la courbe à l'instant considéré. Et pour, bien sûr, la tangente à la trajectoire au point M3. C'est simple à faire. Et puis, bien sûr, le sens, c'est le sens du mouvement. Et pour la norme, on va suivre la même méthode. Ici,
VI est égal MI moins 1, MI plus 1 sur 2 taux. Cette fois-ci, c'est l'arc MI moins 1, MI plus 1 sur 2 taux. N'oubliez pas ici à utiliser une méthode soit un fil, soit on va calculer par des portions, puis on fait la somme pour obtenir la valeur de l'arc M de M4. C'est donc V3 est égal à l'arc M2 M4 sur 2 taux. J'ai considéré cet enregistrement-là pour un taux, une durée entre 2 points de 40 millisecondes, et comme ça, on a obtenu la valeur de la vitesse est égale 0,35. Donc, je répète ici, soit pour un mouvement rectiligne ou pour un mouvement curviligne, pour représenter le vecteur vitesse, vous devez suivre la méthode utilisée ici. Pourquoi? Donc, on a considéré que la vitesse instantanée entre 2 points et la vitesse instantanée en un point entre ces 2 points-là, à condition que la durée delta t soit beaucoup plus petite. Et donc, c'est important de représenter un vecteur vitesse à un instant donné lorsqu'on est en train d'étudier le mouvement d'un mobile. Et voilà, la première partie de ce chapitre-là se termine là.